Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Très bon milieu de semaine à vous tous, chers amis. Merci infiniment d'être à l'écoute de cette émission. On vous accompagne pour les 2 prochaines heures avec, comme le disait Isabelle Perron, ma collègue, de gros dossiers pour vous encore ce matin. On suit toujours pour vous le dossier du CHSLD avec des gens là, qui sont extrêmement inquiets pour leurs proches en CHSLD. Mais il n'y a pas que dans ces soins ou ce manque de soins aux aînés là, qu'on devrait s'inquiéter, parce qu'il y a également un dossier sur lequel je travaille depuis quelques jours et que je vous présente en 2e heure d'émission des 10 heures. Je vais recevoir le témoignage d'une dame. On va parler de ce qui se passe dans les centres jeunesse, les DPJ. Au moment où, d'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui se sont posées. Ce matin, il y a un dossier dans la presse également qui est à faire hérisser le poil sur les bras. Je vous jure, là, on parle d'enfants qui sont placés alors qu'ils ne le devraient pas, des enfants qui sont même placés en adoption alors qu'ils ne le devraient pas. Tout à l'heure, je vais vous donner la parole parce que je veux avoir votre opinion là-dessus, comme sur notre premier sujet, parce en première heure, je vais aborder la question des soins de santé privés et publics. Hier, je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'étais à LCN quand le ministre de la Santé, Christian Dubé, a été interpellé à sa sortie de l'Assemblée nationale par un journaliste de TVA qui lui demandait, sur la question des tests, là, beaucoup de tests là, qui n'arrivent pas à être faits à temps, extrêmement longs pour avoir un IRM, par exemple, au Québec, ou tout autre test de santé qui mérite donc qu'un technologue le fasse. Et on le sait, il manque de bras, on connaît le problème d'enjeu de main-d'œuvre dans le réseau de la santé, on ne reviendra pas là-dessus, mais ça fait partie du problème, c'est clair. Et hier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, disait, écoutez, inquiétez-vous pas, à partir de décembre, en gros, là, je paraphrase le ministre, mais il disait, il va y avoir Santé Québec, ça devrait nous aider beaucoup. Il n'a pas précisé quand même comment, mais bon, attendez en décembre, ça va bien aller en décembre. Mais il a surtout dit une phrase qui a retenu mon attention. Il a dit, moi, je suis vraiment pas contre le privé dans la santé. Bien au contraire, pour moi, c'est complètement complémentaire. Oui, je suis d'accord avec le ministre Dubé. Le privé peut être complémentaire pour toutes sortes de raisons dans divers secteurs d'activité dans le réseau de la santé et des services sociaux. Mais là, c'est pas ça qu'on vit. Ce qu'on vit, c'est que le réseau privé est devenu à peu près la seule voie de sortie pour ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans ce fameux système de santé qui est de plus en plus inaccessible. Et on le dit, c'est pas un problème de qualité des soins, parce qu'une fois qu'on est rentré dans le système, on est bien traité, on est bien soigné, en gros, là. Mais le problème, c'est de rentrer, c'est d'accéder, c'est d'avoir ne serait-ce qu'un simple médecin de famille. Et là, je veux interpeller tout de suite tout le monde qui nous écoute. Appelez-nous 1-877-827-2346. Si vous cherchez vous aussi un médecin de famille, vous m'écrivez à isabelle@cube.ca. Mon premier invité est Guillaume Desnoyers. Il est chasseur de tête chez Desnoyers Recherche de cadre. Et je l'ai appelé hier parce qu'il y a 5 ans, j'avais fait une entrevue avec Guillaume. À l'époque, ça faisait déjà 2 ans qu'il se cherchait un médecin de famille. Je me suis dit, m'a l'appelé. D'un coup, qu'il s'en est toujours pas trouvé un. Il est au bout du fil. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Isabelle. Et la réponse, c'est quoi, Guillaume? La réponse, c'est j'ai lâché prise. Moi, je suis un entrepreneur comme toi, Isabelle. Hein, je lâche pas prise facilement. Mais là-dessus, j'ai lâché prise. Donc, tu n'as pas trouvé de médecin de famille dans le public. Tu as été obligé de t'en trouver un dans le privé. On va y venir, mais tu sais, à l'époque, on s'était parlé il y a 5 ans. Effectivement, et tu étais inscrit, donc on s'était parlé en 2019, mais tu étais inscrit déjà depuis 2017, Guillaume. Oui, écoute, c'est une histoire assez rocambolesque. J'ai l'impression qu'ils ont perdu mon dossier, là. Mais donc, 2017, tu t'inscris, tu le fais de chez toi par ordinateur, tu as rempli le questionnaire, et là, on te dit, ça va prendre 425 jours, monsieur, avant qu'on vous donne un médecin. Puis finalement, quelques jours plus tard, il y a quelqu'un du ministère de la Santé qui te téléphone, qui te pose des questions. Il se rend compte que tu n'es pas en train de mourir, donc on te dit, finalement, ça va être 748 jours. Ça, c'est donc 2019. Et là, toujours personne ne t'a contacté depuis. En 2019, je m'en suis trouvé un, mais il a disparu du système complètement. Oh!
Ouais, ça a duré quelques mois. Puis après ça, on m'a dit, ben non, il n'y a pas de remplaçant. Prenez des rendez-vous en urgence. Et c'est là qu'est arrivé mon écarantite aiguë. Puis je me suis retourné vers le privé. Puis depuis ce temps-là, ben, au lieu de sortir ma carte, on dit plus la carte soleil, au lieu de sortir ma carte de la RAMQ, je sors ma carte de crédit. Combien ça te coûte, Guillaume Desnoyers? Ben, ça dépend des situations, je te dirais. Un simple rendez-vous, là, où je sais pas, là, tu t'es cogné foule une cheville, je pense que c'est 125 ou 140 $. Puis un bilan un peu plus complet, là, ça peut être 200, 240, quelque chose comme ça, là. Mais c'est comme on disait hier, c'est à peu près le prix d'un lunch au restaurant. Fait que toi, tu te dis, bon, ben, je sens dans ta voix que tu es complètement... tu dis, il n'y a plus de... Tu as lâché prise, comme tu dis. Tu dis, ben, écoute, si c'est ça, ça va être ça, je vais payer. Tu t'es résolu à payer, finalement. Ben, écoute, quand tu as besoin de service, à un moment donné, il faut que tu trouves des solutions. Ouais. Est-ce que tu as compté le nombre de jours? Parce qu'à l'époque, tu les comptais. Non, j'ai arrêté. Moi, j'ai compté pour toi, Guillaume. Alors, tu te cherches un médecin de famille depuis 2752 jours ce matin. 2752 jours, peux-tu croire? Non, je peux pas croire. Et là, tu nous parles en direct de la salle d'attente de ton médecin au privé, c'est ça? Va falloir que je te laisse parce que je les ai appelés lundi. Je voulais avoir un rendez-vous. Ils m'ont proposé mardi, mais je n'étais pas disponible. Fait que je suis là ce matin. Aïe, aïe, aïe. Écoute, fait que c'est quand même assez rapide, là. C'est très, très efficace. Bon, ben merci. Écoute, on comprend bien que... On comprend bien que ta solution, c'est au privé, même si, sincèrement, on s'en parlait hier. Moi, je trouve ça un peu aberrant. Toi, tu le prends en te disant, ben écoute, c'est ça, mais c'est quand même aberrant de payer 2 fois, là. C'est aberrant, puis j'ai l'impression que, tu sais, dans les dernières années, tout le monde dans le système de santé a amélioré ses conditions. Puis c'est vrai que, tu sais, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, je pense qu'il y avait besoin de rehaussement. Mais j'ai l'impression que les patients, nous autres, on n'a pas amélioré nos conditions. Non, c'est ça. Écoute, tu as tellement raison. Merci. Ça part bien notre discussion là-dessus. Guillaume Desnoyers, chasseur de tête. Je te laisse aller à ton médecin privé, étant donné qu'il te coûte quand même assez cher. Merci beaucoup. Je ne veux pas le perdre. Non, c'est sûr. Merci. Vous voyez, là, Guillaume Desnoyers, 2752 jours plus tard, ben, c'est au privé maintenant qu'il se fait soigner. Il accepte avec, qu'est-ce que vous voulez, avec philosophie, là. Il se dit, bon, ben c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut que je me paye. Mais on paye déjà. On a Yannick, un auditeur qui réagit au 1-877-827-2346. Bonjour Yannick, vous n'avez pas de médecin de famille non plus? Non plus. Depuis combien de temps? Ça fait au moins 3 ans. Oui. Et vous faites quoi quand vous avez un enjeu de santé? Je suis obligé de passer par le GAP, dans le fond, 801 option 3. Oui. Puis quand j'ai des enjeux de santé, ben c'est ça. Je passe par là. J'ai pas de suivi aussi pour mes antidépresseurs. Ouais. J'ai besoin d'un suivi pour mon diabète. Fait que je passe par la pharmacie, je passe par le GAP. Et la dédale bureaucratique actuelle, vu qu'il y a tellement pas de cadre, il y en a tellement pas. On en a tellement besoin. Oh ouais. Et là, donc, vous n'avez pas de suivi. Ça veut dire que vous êtes toujours en espèce de magasinage d'un médecin qui va pouvoir régler votre enjeu très ponctuel de santé. En plein ça. Ouais, c'est terrible. Je commence à penser sérieusement à aller au privé, puis regarde, je suis prestataire d'aide sociale à cause de ma condition visuelle. Oui. Fait que... c'est pas évident. Pour vous, ça serait une privation, là. Ça veut dire... déjà qu'il y a le logement, la bouffe et tout, là, s'il faut rajouter les coûts de santé, alors qu'on a un système universel. Yannick, merci beaucoup. Je vais me tourner vers nos invités que je vous présente tout de suite. Le docteur Benoît Eppel, qui est médecin de famille au CIUS de l'Estrie. Bonjour, docteur Eppel. Docteur Eppel est-il là? On va se brancher. Je vais présenter ma deuxième invitée pour la discussion, la docteure Élise Berger-Pelletier, qui est urgentologue à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Elle est également directrice des services professionnels du CIUS de la capitale nationale. Bonjour, docteur Berger-Pelletier. Bonjour. Vous avez entendu d'abord, notre auditeur Yannick, pas de médecin de famille depuis 3 ans, qui se magasine finalement ses soins de santé. On entendait bien dans sa voix là, que ça le désespérait. Et Guillaume Desnoyers qui, 2752 jours plus tard, s'est résolu à aller au privé. On n'a comme pas le choix, hein, c'est ça, où on n'a pas de médecin. Qu'est-ce que ça vous...
Comment vous réagissez quand vous entendez ce genre de témoignage comme médecin, docteur? C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les urgences aussi. Moi, ça fait 12 ans que je pratique la médecine d'urgence. Puis, quand je regarde dans Chaudière-Appalaches, ça fait pas exception au reste des régions du Québec, là. Donc, on avait une bonne couverture en médecine de famille dans Chaudière-Appalaches. La COVID a accéléré beaucoup de retraites, je crois, des médecins de famille, ce qui fait qu'actuellement, là, il y a une pénurie importante. Puis, on voit maintenant pratiquement 3 patients sur 5 qui n'ont pas de médecin de famille, qui viennent pour souvent un problème aigu à l'urgence, mais qui font le classique « tant qu'à y être, docteur, pouvez-vous suivre mon diabète? Pouvez-vous m'aider avec mon bilan de cholestérol? » Donc, c'est ce qu'on voit sur le terrain là, dans toutes les urgences du Québec aussi. Des gens qui essaient d'avoir accès par différentes façons. Si vous l'avez bien dit en introduction, souvent, les gens disent que le système de santé au Québec, une fois qu'on est dedans, ça va bien, mais c'est de accéder aux soins qui est difficile. Donc, c'est vraiment là-dessus, je pense que, puis on entend que vous parliez du ministre, M. Dubé en parle à toutes les semaines de l'accès, là, c'est le nerf de la guerre. Puis je vous dirais que oui, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se rend compte que l'accès est problématique partout, même dans tous les systèmes de santé, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. C'est vraiment rendu de plus en plus complexe. Les systèmes n'ont pas suivi le fait que la médecine s'est modernisée vitesse grand V dans les 50 dernières années. Ce qui fait que c'est de plus en plus compliqué pour un usager. Là, justement, les gens que vous parliez, là, qui me disent, j'ai besoin de suivi pour ma dépression, j'ai besoin de suivi pour mon problème de santé physique. Les gens maintenant survivent avec 3-4 cancers. C'est vraiment complexe maintenant, ce qui fait qu'on a de plus en plus de besoins. Puis là, on est devenu saturé un peu partout dans le monde. Oui, sur la question de l'accès où on se dit, bon, c'est comme partout ailleurs. Je vous avoue, docteur, que j'ai l'occasion de voyager un petit peu, comme beaucoup de nos auditeurs, puis je pense que tout le monde a déjà pu tester au moins une fois un système extérieur, là, un système dans un autre pays. Et sincèrement, j'ai souvent été plus rapidement soignée ailleurs qu'ici. Ici, sincèrement, c'est devenu l'enfer. Là. C'est le parcours du combattant. On a le docteur Benoît Eppel qui est avec nous, médecin de famille au CIUS de l'Estrie. Bonjour, docteur Eppel. Bon matin, Madame Maréchal. Vous avez entendu les témoignages de mes deux premiers, de Yannick, notre auditeur, et de Guillaume, qui se cherche un médecin de famille depuis 2752 jours, qui est au privé maintenant, content de l'aide, parce que lui, il se dit, coudonc, si c'est ça, lui, il a les moyens de payer, fait qu'il paye. Yannick avait peut-être pas la même capacité. J'ai Nathalie qui m'écrit, pas de médecin de famille depuis 4 ans et demi, j'ai des symptômes inquiétants, et je peux pas voir qui que ce soit. Il y a toute la question des suivis médicaux. Vous, comme médecin de famille, qu'est-ce que ça vous dit tout ça, là? Bien, d'abord, à part que ça s'ennuie pas, oui. Non, il n'y a pas grand-chose qui s'améliore, en fait. Guillaume, je suis dans la même situation, je suis sur la liste. J'aime tester le système, je suis sur la liste d'attente pour un médecin de famille depuis des années, et je vais au privé aussi quand j'ai besoin. Pardon, attendez, là. Voilà, vous m'annoncez quelque chose. Vous êtes médecin de famille au CIUS, vous n'avez pas de médecin de famille? Ben, heureusement, vous êtes médecin de famille. Je pense que vous pouvez vous arranger que vous-même, sans doute. Bien, bon, je ne peux pas me prescrire des affaires. Non, mais vous... Ouais. Il n'y a pas un collègue pas loin, j'imagine. Ouais. Si on veut tester le système, ce que je fais, ben j'attends sur la liste et je consulte au privé parce que c'est simple et c'est rapide. Et je paie aussi beaucoup d'impôts, ceci dit, donc je paie plusieurs fois. C'est catastrophique, hein, cette histoire d'attente de médecin de famille. Moi, là, dans une journée une journée complète au bureau, je vais voir peut-être 20 patients en suivi, là, dépendant si c'est des suivis réguliers ou des sans rendez-vous. Je vous dirais qu'il n'y a pas un patient qui, à la fin de la consultation, me demande pas de prendre son père, sa mère, sa sœur, son beau-frère. Des fois, ils amènent un accompagnateur avec eux, puis ils me supplient quasiment à genoux. Je pourrais quadrupler ma clientèle à chaque jour. Les gens ont des besoins. Et les gens, par contre, consomment beaucoup. Oui, on a une difficulté d'accès. Oui, manque de médecins de famille. Mais moi, je regarde ce que je fais dans mon quotidien comme médecin de famille. Je le dis toujours, 50% des rendez-vous que je fais pourraient être faits par un autre professionnel. Okay? Mm-hmm. Donc, je pourrais voir d'autres gens. Et les gens qui ont accès à un médecin de famille, moi, je vous dirais que j'ai une façon de travailler qu'en général, il y a à peu près 60% des rendez-vous qui sont donnés à l'intérieur de 72 heures avec moi. Et de ceux-là, presque le
presque 80% auront rendez-vous en 36 heures. Et plus je donne de disponibilité, plus je suis capable de les voir rapidement, plus la pertinence baisse. Donc, on parle toujours de l'offre. Donc vous avez une moyenne, Dr. Eppel, de genre 3 jours. On vous appelle, le premier rendez-vous qu'on peut avoir normalement, c'est 3 jours plus tard. À peu près. Quand fait qu'il faut pas avoir un strep, là, finalement. Faut pas avoir un strep, il faut rester chez soi pour pas contaminer personne. C'est 3 jours, est-ce que vous... Ouais. Je suis capable de les voir dans la même journée. Donc, ce qui fait que je vois des choses intéressantes. Je vois des appendicites, je les vois à l'urgence. J'ai des gens qui prennent rendez-vous, sont en infarctus. Bon, ils ne devraient pas venir me voir, mais ils ont rendez-vous. Mais je vois aussi une grande baisse de la pertinence plus on est accessible. Donc, il faut aussi guider. Donc, il faut jouer sur l'offre et il faut jouer aussi sur la pertinence des consultations. Et ça, on n'en parle pas. Et il faut mettre des outils en place pour guider les gens à savoir quand on consulte, et puis quel professionnel on consulte. Et ce qui est gratuit au Québec, c'est le docteur, c'est le médecin. C'est tout ça, c'est juste ça qui est gratuit, à part nos infirmières dans nos GMF. Donc, tous les gens qui ont besoin de voir un physio, un dentiste, un optométriste ou autres problèmes psychosociaux, c'est payant. Donc, les gens vont se rabattre dans le bureau du médecin et on voit beaucoup de choses que d'autres professionnels devraient voir. Et on devrait être capable, tu sais, on a cette structure qui est le 8-1-1 depuis des décennies, qui n'a jamais évolué. On a des outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés dans d'autres pays où on pourrait être capable de prédire le risque de complications, de vraiment aider les gens, la téléconsultation, pour dire, c'est-tu le moment ou c'est-tu pas le moment de consulter? On serait capable, oui, de jouer sur l'offre, mais on devrait jouer aussi sur la demande pour favoriser la pertinence de la consultation. Oui. J'aimerais entendre la docteure Élise Berger-Pelletier là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit le docteur Eppel, vraiment très intéressant en termes déjà de solutions. Vous avez déjà été consultante en fluidité, docteur Berger-Pelletier. Comment on s'assure, parce que il y a beaucoup de choses dans ce que le docteur disait, entre autres, c'est qu'il y a la notion de pertinence. Je comprends que ce que souvent les médecins disent, c'est les patients viennent, mais on devrait pas les voir. Ils devraient pas nous arriver à l'urgence. Puis là, le docteur vient de dire, même dans mon cabinet, ils devraient pas être là. Donc, comment s'assurer de ça, que les bonnes personnes soient bien vues au bon moment aussi, et non pas plusieurs jours plus tard? Ça va être un des gros défis de Santé Québec que vous mentionniez aussi en début d'émission. Puis je suis entièrement d'accord avec les propos de mon collègue. Là. Je peux pas être plus d'accord. Le fameux gap, le guichet d'accès là, qu'un des auditeurs parlait plus tôt, a été instauré. Ça fait environ 2 ans et demi, 3 ans. Au Québec, il n'y a jamais eu autant de rendez-vous en médecine de famille. Jamais, là. Il y en a. Et pourtant, ça a eu peu d'impact sur les visites ambulatoires dans nos urgences. Ça veut donc dire, c'est exactement ce que Dr. Eppel disait, c'est que même si on a rajouté des milliers de rendez-vous par semaine, malheureusement, les gens qui ont vraiment des besoins n'ont pas accès. Puis des gens qui auraient pu aller ailleurs ou qui auraient pu même s'auto-soigner à la maison, eux ont pris le rendez-vous que l'autre aurait eu besoin. Fait que c'est vraiment, comme vous dites, le bon patient au bon moment, là. C'est le nerf de la guerre. Puis je suis entièrement d'accord avec ce que mon collègue disait aussi par rapport au 8-1-1. Je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle. Je vous parlais de ce qui se fait ailleurs dans le monde. On essaie de voir les bonnes idées que nos collègues ont. En Colombie-Britannique, le 8-1-1 maintenant est un outil qui est un peu avec l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Donc, si vous êtes techno, là, vous pouvez aller sur le site Internet, vous avez un corps, vous cliquez où vous avez mal. Puis là, l'ordinateur va vous aider à vous dire, OK, vous avez mal à l'épaule, depuis combien de temps avez-vous un accident? Donc, il va y avoir un chatbot là, qui va vous parler. Puis finalement, il va vous dire, ben oui, vous auriez besoin probablement d'une radiographie pour éliminer une fracture. Voici où aller. Puis là, il vous liste les cliniques qui sont disponibles, avec où il y a des radiographies qui vont être à proximité si on veut pas avoir à se déplacer 2 fois. L'urgence de Fraser est à 1h30 d'attente actuellement. Fait que le système vous dit exactement où aller. Si c'est un problème dentaire, justement, on va vous dire, ben, la telle clinique a des urgences aujourd'hui, vous pouvez appeler. Fait que c'est d'outiller les Québécois à aller justement consommer au bon endroit. C'est vraiment ça, moi, je pense, qui va nous aider à donner accès à des médecins de famille à tout le monde. C'est qu'en utilisant de la technologie, puis en donnant le pouvoir aux citoyens, là, c'est drôle à dire, le pouvoir aux usagers, en leur donnant les outils, c'est voici ce qui se passe dans ton corps. Le streptocoque que vous disiez,
oui, c'est contagieux, mais on peut avoir jusqu'à 7 jours pour le traiter. Fait qu'il n'y a pas d'urgence. Par contre, on peut comment se soulager? Bien là, on a ça. Maintenant, en pharmacie, la plupart des pharmacies ont des streps rapides. Puis maintenant, même les infirmières en pharmacie, les pharmaciens peuvent donner l'antibiotique. Donc, on n'a pas besoin de voir de médecin. Oh mon Dieu, c'est pas toutes les pharmacies, ça. Ça, c'est loin d'être toutes les pharmacies. Mais c'est là où, si on a un 811 nouvelle génération qui vous le dit, telle pharmacie à 1 kilomètre de chez vous, il a le strep test. Vous pouvez aller consulter là versus d'être obligé d'être en auto, faire 3 pharmacies. Il y en a une qui est fermée. C'est ça qui est désagréable. C'est qu'on n'est pas, c'est tellement rendu compliqué. On a besoin de cette technologie-là pour s'aiguiller dans notre système puis savoir où on doit aller. Puis on parlait de la journée de santé mentale demain. Ça aussi, c'est une autre grosse boîte où il y a tellement de souffrance actuellement santé mentale, ben où est-ce, comment j'ai accès? Oui, le 811 Info Social est quand même, moi je le vis à l'urgence, c'est quand même bien performant, entre autres pour les situations de crise, sont exceptionnelles les équipes d'Info Social, mais reste que pour le commun des mortels qui présentement vit de l'anxiété, de l'épuisement, c'est difficile aussi d'avoir accès. Fait que tout ça est possible, faut juste l'organiser. Oui, j'ai beaucoup de textos de la part de notre auditoire. J'ai quelqu'un qui me dit, ma fille a 22 ans, elle est toujours sans médecin de famille et depuis sa naissance. J'ai moi-même été privée de médecin de famille pendant 10 ans à la suite de la retraite de mon médecin. Ça, là, c'est typique. Et puis, ça va être un enjeu, là, je le dis à tous les deux, puis vous êtes bien conscients de ça, j'en suis sûre. On en est tous conscients au Québec. On sait qu'il y a, à cause de la courbe démographique, beaucoup de médecins, de bons médecins qui avaient des milliers de patients, donc qui vont partir en retraite. Moi, j'ai perdu ma gynécologue depuis 3 ans. Je l'ai pas retrouvée. Puis il y a personne qui est capable de me dire le début d'un nom d'un gynéco. Mes 2 filles, pareil. J'en connais plein de femmes autour de moi qui sont dans un désert médical gynécologique. Ce n'est qu'un exemple. Il y en a plein d'autres. J'ai une auditrice qui dit c'est inacceptable parce qu'on paye. C'est faux de dire, docteur Eppel, comme vous l'avez dit, le médecin, c'est gratuit. Oui, on paye pas quand on va vous voir, mais c'est pas gratuit. Ceux qui travaillent, qui payent des impôts payent. Et elle dit le privé est partout. Quelqu'un d'autre qui dit une fois qu'on est dedans, c'est vrai, c'est correct pour un bilan sanguin, mais ça prend des années pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Les CRD sont des grosses patentes embourbées dans leurs papiers, les centres de rendez-vous. Ça m'aura pris 2 ans, dit cette personne, pour avoir un rendez-vous en orthopédie. Mais après avoir porté une copie de la requête directement moi-même au bureau, imaginez. Et un autre qui dit, voilà, Isabelle, le problème est là, dans la surconsommation de médecins. Plus je suis capable, plus plusieurs petits bobos peuvent se régler facilement en pharmacie. Mais voilà, les pharmaciens, à leur tour, chargent une fortune. Eux aussi, bonne journée pareil. Vous voyez, les gens, là, ils sont pris là-dedans parce que s'il y a quelque chose qui est au cœur de notre vie, c'est bien ça. Comment vous réagissez par rapport à tous ces commentaires, Dr Benoît Reppel? Je prends la balle au bon sur l'attente. Oui. Hein. Oui. C'est catastrophique. Je vois des patients, des fois, je les réfère en spécialité, puis ils sont vus 4 ans après. Je reçois la réponse, la consultation plusieurs années après. Il y a des gens qui meurent sur les listes d'attente au Québec pour certaines interventions. Je vous dirais qu'à part les examens, moi, que je demande urgents, là, des examens d'imagerie, ici, dans notre coin, ça marche bien, 24-72 heures, on les a. En Estrie, à votre coin? Je rappelle, c'est votre coin, c'est l'Estrie. Oui. Au-delà de ça, là, les demandes de consultation, les examens d'imagerie, autres examens spécialisés, c'est catastrophique. Et quand les gens attendent pour quelque chose, ils reviennent, puis ils reviennent, puis ils reviennent. Fait que moi, quand j'envoie un patient en orthopédie pour y changer le genou, c'est parce que j'ai tout fait. Je l'ai infiltré plusieurs fois, j'y ai fait faire de la physio. Fait qu'il est dû pour être opéré, là. Fait que si ça prend 2 ans qu'il voit l'orthopédiste, puis que l'orthopédiste, il dit je vais vous opérer, mais je suis rendu en 2026. Ben, le patient, il va revenir me voir pour des infiltrations à tout bout de champ, ou je vais le mettre en arrêt de travail. Ça a un coût et ça prend des soins. Et c'est frustrant pour vous aussi, là. C'est frustrant pour vous aussi. D'ailleurs, vous avez claqué la porte. Vous étiez chef de département de médecine générale au CHU de Sherbrooke, donc, en mai dernier. Vous êtes pas mal tanné, vous aussi, comme médecin, là. Je pense que ça épuise ce système-là. Pas juste nous comme patients, mais vous aussi. Ça épuise parce qu'on dit aux gens, je connais la solution pour vous, puis l'orthopédiste aussi, mais je ne peux pas vous l'offrir. Attendons ensemble. Hein? On va ramer ensemble dans la chaloupe de la misère.
on va le faire ensemble, puis je vais vous bourrer de pilules que je sais que c'est pas ça la solution, qui vont vous donner plein d'effets secondaires. C'est déchirant pratiquer dans des conditions comme celle-là. C'est vraiment décourageant. Et c'est là que les patients finissent par nous dire, ben, je vais aller au privé pour mon genou parce que je suis plus capable de souffrir. Et je t'avais de penser à l'aide médicale à mourir. M'a sorti 50 000 $ dans mes REER pour me faire opérer. J'aurais une retraite plus misérable, mais je ne veux pas vivre demain. Je l'entends, là. Pas des millionnaires, je n'ai pas dans ma clientèle des millionnaires. Moi, j'en connais des gens. Ouais. Moi, les gens m'écrivent et j'ai ce genre de témoignage, Dr. Eppel, vous avez tout à fait raison. Mais quand vous dites, quand vous référez, puis j'aime entendre que vous, comme médecin de famille, vous faites donc l'infiltration, vous faites tout ce que vous avez à faire. Donc, quand vous dites, moi, là, quand je suis rendue à dire, faut que tu ailles te faire opérer avec tel spécialiste, c'est parce que c'est sérieux. Est-ce que ça veut dire que même vous, comme médecin de famille, on vous prend pas assez au sérieux? Puis, il y a cette question-là, puis il y a la question de comment ça se fait que l'orthopédiste, le chirurgien orthopédique, lui aussi, de son côté, là, c'est comme, c'est l'entonnoir. C'est quoi le problème? On peut-tu mettre le doigt dessus? Prenons cet exemple-là parce que c'est la plus caractéristique. Oui, puis il y a beaucoup de l'attente est longue. C'est un chirurgien. Il ne veut pas jaser avec le monde. Il ne veut pas y voir pour leur jaser dans le blanc des yeux. Il veut opérer. Il a besoin d'avoir un marteau et une drill entre les mains. C'est ça, sa job. Il est formé, il a été surformé pour ça. Opérer. Il passe ses journées en clinique externe à voir du monde puis leur dire ben écoute, moi t'opérer un jour. Fait qu'il opère une fois par mois, puis il jase le reste du mois à du monde pour dire qu'il va les opérer éventuellement. Ils sont aussi découragés, ces médecins-là. Alors, et vous savez ce qu'ils font, hein? Vous savez ce qu'ils font, docteur? Ils sont tellement découragés du système public qu'ils se désengagent tous les mois, puis ils vont travailler au privé parce que, comme vous le dites très bien, un chirurgien, ça veut opérer, fait qu'ils vont opérer là où on peut et c'est rendu au privé. Mais pourquoi c'est au privé, docteur Élise Berger-Pelletier? Pourquoi c'est rendu que ça roule mieux au privé qu'au public et que ce n'est plus juste complémentaire pour dépanner? C'est rendu que c'est le privé quasiment qui prend tout le truckload de patients du Québec que le public est plus capable de soigner. Comment ça se fait? Ben, encore une fois, on est unique dans le monde, le Canada, avec notre système public mur à mur. La plupart des pays ont deux systèmes, un système public et un système privé, parce que le système privé ne prendra jamais tous les patients. Un homme en bonne santé qui a besoin d'une prothèse de genou, se faire opérer au privé, là, ça vaut vraiment la peine. Par contre, si vous êtes obèse, morbide, diabétique, avec une maladie pulmonaire, l'orthopédiste au privé vous opérera pas. Ça arrivera pas. Parce que c'est trop de risques. Ouais, on prend les patients. Exactement. C'est ça. On prend les patients faciles. Ouais. Puis encore une fois, c'est correct, je juge pas ça quand je le dis, c'est juste que c'est comme ça partout dans le monde. Puis fait que ce qui se passe là, puis c'est pas que je suis pour le privé, vraiment pas. C'est juste que actuellement, on a de plus en plus de patients très malades, comorbides justement, l'obèse, MPOC, maladie cardiaque, qui veut sa prothèse de genou. Puis lui, va compliquer, va être hospitalisé 10 jours. Puis le pauvre patient qui est travailleur, qui est présentement en arrêt de travail, qui attend pour avoir sa prothèse, lui, là, le mettre dans le système, c'est vraiment rendu compliqué. Fait que c'est pour ça que là, on voit un shift actuellement où les gens vont au privé. Il y a de plus en plus d'ententes aussi entre les CIS et les CIUS et les cliniques privées c'est payé par la RAMQ, mais c'est opéré au privé. Mais encore une fois, quand on va dans le système européen, c'est partout comme ça, sauf que c'est organisé. L'affaire, c'est que présentement, on est un peu en mode problème urgent, solution, puis on structure pas le système. Tu sais, quand vous dites, il est où le bobo, là? Oui. C'est qu'une des choses, c'est qu'on mesure pas, puis on structure pas. Tu sais, il y a des choses qu'il va falloir prendre, tu sais, Santé Québec, puis le ministère de la Santé, puis le ministre, dans les 6 à 8 prochaines années, ça va être majeur, parce que vous l'avez parlé de la courbe démographique. Oui, on va avoir des retraites, mais on va avoir une nation vieillissante qui va avoir des besoins grandissants. 90% des soins de santé, là, on les consomme dans notre dernière année de vie. Et on a une courbe démographique au Québec qui est unique au monde avec le baby boom qui vieillit maintenant. C'est capoté, là. Faut vraiment, moi, quand je regarde les chiffres, je suis extrêmement inquiète. Je suis encore engagée, je fais encore de l'urgence, je suis encore directrice parce que je veux que ça change. Mais l'étape 1, c'est de voir ce qu'on fait. Présentement, on n'a pas de système informatique. On a peu de données pour pouvoir voir ce qui se passe parce que, tu sais, on n'en a pas parlé, on parlait de pertinence tantôt, mais tu sais, moi, j'ai des amis spécialistes qui me disent aujourd'hui, à ma clinique, j'ai eu un patient sur 4 qui s'est pas présenté.
Puis ça, c'est des rendez-vous qui auraient pu être utilisés par d'autres personnes. Oui, ça, vous avez raison de le rappeler. Oui, tout à fait. Mais puis c'est pas toujours la faute, tu sais, c'est pas les usagers, c'est pas les patients qui sont juste pas venus, c'est qu'ils ont eu un... Mais tu sais, maintenant, là, moi, quand je vais chez la coiffeur, j'ai un rappel 24 heures avant. Et si je vais chez le dentiste, si je vais pas chez le dentiste, je vais payer une pénalité. Exact. Mais dans le système public, actuellement, on n'a pas ça. Puis en 2024, on devrait le faire. Fait que tu sais, moi, je pense que si on optimise puis on est capable, justement, de se donner des bons outils pour qu'on donne du service. C'est ça qu'on fait dans le système. On donne des services. On va être capable de s'améliorer puis on va être capable de répondre aux besoins. Mais c'est que faut commencer par s'outiller avec des outils de 2024. Là. Une chose que vous feriez... Le fax, le papier, oh mon Dieu, ça fait plus, là. Vous avez tellement raison de parler du fait... On parle, c'est le docteur Eppel tout à l'heure qui parlait très justement d'intelligence artificielle, puis il a tellement raison, l'automatisation des processus en santé. Qu'est-ce qu'on attend? Le dossier Santé Québec, on le voit, c'est pas tous les médecins qui ont accès dans tous les hôpitaux du Québec ou dans toutes les cliniques du Québec. Les GMF, ça marche bien à un endroit, ça marche pas à l'autre. Il y a comme pas de système très performant, équivalent. C'est comme si les patients sont pas tous égaux, visiblement, selon le coin où ils vivent. On aurait pu parler aussi, docteur Berger-Pelletier, de tous ces gens qui ne devraient pas être à l'hôpital. Là, je parle pas des patients qui vont à l'urgence, mais bien de ceux qui sont dans les civières, les gens qui attendent des places en CHSLD. Ça aussi, là, c'est une grosse pression sur les soins d'urgence. C'est énorme. Puis en fait, il y a d'excellentes études scientifiques que si vous prenez une personne âgée fragile puis vous la laissez 24 heures sur une civière, il y a une proportion non négligeable qui vont en décéder des conséquences parce que puis imaginez-vous là, tu sais moi je l'ai jamais vécu, mais je travaille à l'urgence à chaque semaine, mais imaginez-vous passer 24 heures dans une civière, dans un corridor, même pour moi qui est pas fragile puis qui est quand même en bonne santé, à quel point ça doit être fou. Mais là, je fais vivre ça à des gens de 89 ans, à des gens qui ont des maladies d'Alzheimer, à des gens qui ont des troubles de mobilité. Fait que c'est sûr que ça les déconditionne de façon importante, puis c'est sûr qu'ils vont en subir des conséquences. Ça, c'est majeur. La commissaire à la santé, l'an passé, a publié un rapport qui était, encore une fois, un peu alarmant sur le fait que si on change rien dans notre système, il faut doubler le parc de lits de CHSLD dans les 10 prochaines années. Ouais. On n'est pas capable actuellement dans notre système de construire beaucoup de choses en 10 ans. Là. C'est très long, construire un hôpital, construire une maison des aînés, construire un CHSLD, ça prend des années. Fait que mathématiquement, quand on regarde les besoins, si on change pas nos façons de faire, c'est impossible qu'on va répondre à la demande. Donc, présentement, on subit la conséquence. Nos hôpitaux ont plus en plus les fameux NSA que le ministre parle, les niveaux de soins alternatifs, malheureusement, augmentent. Puis ça, c'est même à l'urgence où on les voit. On a de plus en plus aussi de gens qui viennent à l'urgence avec leurs personnes âgées, mettons qu'il y a des troubles de comportement. Puis là, ils sont plus capables de prendre soin à la maison. Puis là, ils arrivent à l'urgence en disant « Faites quelque chose, je peux plus le reprendre chez moi. Elle a frappé ma mère ou je sais pas trop. » Fait que ça aussi, là, il y a 10 ans, on voyait pas ça. Puis maintenant, on voit ça à toutes les semaines. Merci beaucoup, Dr Élise Berger-Pelletier, urgentologue à l'Hôtel-Dieu de Lévis, directrice des services professionnels du CIUS de la capitale nationale. Merci de nous avoir parlé. Dr Benoît Eppel, très, très, très rapidement parce qu'on doit se laisser, mais si vous aviez une chose à changer aujourd'hui, Dr Eppel? En fait, il faut que notre système administratif qui gère le système de la santé ait une seule mission, c'est augmenter l'efficience de ce qu'on est capable de faire. Voilà. Actuellement, c'est le contraire. C'est nous qui devons toujours nous adapter à une machine administrative plus lourde, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut que tout ce qu'on fait comme geste nous permette de travailler mieux et plus efficacement. Merci beaucoup, Dr Benoît Eppel, médecin de famille au CIUS de l'Estrie. On va s'arrêter ici, très courte pause, et on va recevoir la visite de quelqu'un qui a écrit un article vraiment touchant sur le fait qu'il doit absolument prendre une pause. C'est l'entrepreneur Nicolas Duvernois qui est tout de suite avec nous après.